Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film d'horreur, car oui, vous le savez bien, j'aime beaucoup ça, donc dès que j'ai l'occasion de vous en toucher un mot, je le fais. Et pour notre sujet du jour, c'est un film qui est sorti sur la plateforme Shudder. Shudder, c'est une plateforme aux États-Unis qui fait exclusivement du film d'horreur, et chez nous, il sort ce mercredi au cinéma. Alors ne perdons pas plus de temps et parlons du film Le Sifflet de Corinne Hardy. Any student needs someone to talk to. Généralement, je vous fais un topo sur qui a fait le film, pourquoi le film m'a intéressé et pourquoi je l'ai vu du coup. Mais aujourd'hui, disons que je l'ai vu parce que j'en avais l'occasion et que le film m'intéressait pas forcément plus qu'un autre. Et d'ailleurs, j'en avais pas beaucoup entendu parler avant il y a quelques semaines, allez peut-être un mois. Mais bon, comme je vous le disais, quand j'ai une occasion de parler de films d'horreur, eh bien je passe pas à côté. Ouais, disons que la seule information que je peux vous donner, c'est que Corinne Hardy, c'est aussi le réalisateur de La Nonne. Ce qui, pour moi, n'était pas du tout une bonne nouvelle quand je l'ai appris. Je peux vous dire aussi que dans le rôle principal, on retrouve Daphne Keane, qu'on avait découvert dans Logan. Et toujours au casting, on retrouve Nick Frost, qui est le partenaire de Simon Pegg et Edgar Wright, et ça par contre, ça fait bien plaisir. D'ailleurs, il joue un prof qui s'appelle Monsieur Craven, et ça m'a plutôt bien fait rire. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. De quoi ça parle, Le Sifflet ? On suit donc une lycéenne du nom de Chris qui arrive dans une nouvelle école. Et quand elle va ouvrir son nouveau casier pour la première fois, elle va y découvrir un sifflet. Alors attention, pas un sifflet d'arbitre de foot, ce serait un peu ridicule. Non, là c'est plutôt un objet ancien, aztèque, avec une tête de mort dessus. Et bon, de fil en aiguille, je vous épargne les détails, un personnage va souffler dans ce sifflet et les emmerdes vont commencer. Bon, on va pas passer par quatre chemins, je vous avoue, ce film est pas bien. Vraiment, c'est pas bien du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément de dire qu'un film n'est pas bien, mais plutôt de comprendre pourquoi. Alors pour commencer, vous l'avez peut-être senti à la lecture du synopsis, mais on est sur un bel enchaînement de clichés quand même. Déjà, le film commence avec la classique scène d'intro de film d'horreur où on va nous présenter la menace. Donc là, c'est très simple, tu poses une situation en 2 temps 3 mouvements, tu prends un personnage random, il se fait buter et hop, voilà l'entité. La situation en question ici, c'est un match de basket, on suit le capitaine qui met un petit panier, il gagne le match, il retourne au vestiaire, il voit son petit sifflet, il a des hallucinations, il meurt, hop, titre du film. Merci pour la présentation. Voilà, des scènes d'intro comme ça, on en a vu 1 milliard et clairement, c'est pas la meilleure. Ensuite, on découvre donc nos personnages principaux. Donc il y a Chris dont je vous ai parlé, qui arrive dans une nouvelle école. Elle y arrive avec son cousin. Son cousin qui a une bande d'amis, mais en fait, c'est pas ses amis parce qu'il le bolo, c'est un peu les gens populaires. Donc on sait pas trop ce qu'il fait avec eux et il traîne avec personne d'autre. On comprend pas, mais bon, vu que c'est eux nos protagonistes, on va pas perdre son temps à aller inventer des personnages secondaires, ça sert à rien. Non, pour de vrai, ça sert à rien, mais du coup, il y avait quand même une meilleure façon de nous présenter les personnages populaires, parce que là, on a l'impression qu'ils sont potes, mais en même temps pas potes, c'est très bizarre. Évidemment, une bande de lycéens jouée par des acteurs beaucoup trop vieux, mais bon, ça on a l'habitude, on va passer. Évidemment, dans cette bande de lycéens, Chris va avoir un crush, mais au moins, c'est une fille. Voilà, une petite histoire lesbienne, voilà, c'est un peu moins cliché que l'aventure hétérosexuelle comme d'habitude. On va dire que c'est un bon point. En parlant de Chris, vous vous doutez bien qu'elle a un passé sombre qu'on va devoir découvrir au fur et à mesure du film. Non, en vrai, ils nous font tout un mystère et c'est réglé en une ligne de dialogue un peu plus tard dans le film. Il y a un petit détail aussi qui m'a intrigué, c'est que le film a l'air d'insister beaucoup sur le fait qu'ils habitent dans une ville industrielle. On voit beaucoup les usines, etc. Mais finalement, le film n'en fait rien. J'ai l'impression que limite, c'est peut-être qu'une référence à Freddy Krueger, peut-être. Ah si, il y a peut-être un truc qui est un peu moins cliché que d'habitude, c'est qu'on a le cousin, du coup, qui est une sorte de geek, qui est pas très apprécié, et qui est amoureux de la fille qui sort avec le quarterback, donc qui fait partie des populaires. Alors attendez, c'est pas cette partie-là qui n'est pas cliché, là pour l'instant on est encore en plein dedans, mais c'est que lorsque ce geek va avouer ses sentiments à la fille populaire, eh bien on découvre que c'est pas genre une bimbo ou quelqu'un qui va être détestable à le rembarrer comme une merde, non. Elle lui dit non, certes, mais
Elle lui dit de manière très gentille et très douce. D'ailleurs, c'est un moment qui est assez doux et agréable dans le film. Ah bah nickel, 30 secondes sans cliché, le film est sauvé. Pas du tout. Il y a un autre point sur lequel il faut revenir parce que bon, ça paraît essentiel quand on regarde un film d'horreur, un minimum en tout cas, c'est que le film fait pas peur du tout. Mais là aussi, il y a des raisons. Alors avant de partir là-dessus, et je savais pas où placer cette info, mais du coup je me pose la question, donc je vous la pose aussi si vous voulez me répondre en commentaire, on insiste énormément sur la chair de poule des individus, voilà, des personnages, mais ça sert à rien. Dans le film, ça sert à rien. Bah oui, ils ont peur, sans blague, ils vont mourir, donc ils ont un peu peur. Mais je pensais qu'il y avait vraiment une raison, parce que là, vraiment, on insiste sur les poils qui se dressent plusieurs fois. Le gros problème qui fait qu'on n'a pas vraiment peur pendant le film, c'est que la compréhension de la mécanique arrive bien trop rapidement. Quand je dis la compréhension de la mécanique, c'est que le film, on est sur une sorte de malédiction, hein, vous vous doutez bien, et donc dès qu'on comprend comment ça marche, eh bien ça retire toute la peur. Ce qui n'est pas un problème sur le papier, on peut totalement rediriger l'intérêt ailleurs, par exemple ce que fait Destination Finale ou Cube. Dans ces deux films-là, la peur ensuite n'est plus vraiment présente, mais c'est plutôt l'intérêt pour les mises à mort qui va être intéressante. Sauf que là, les mises à mort, on s'ennuie beaucoup quand même. Allez, il y en a une qui est vraiment cool, ça se passe dans une chambre, je pense que vous serez de mon avis pour dire que c'est clairement la plus cool du film. Et d'ailleurs, on parlait de Destination Finale, je trouve que le film y ressemble beaucoup, en tout cas il reprend beaucoup de mécaniques. Là encore, c'est la mort qui poursuit les gens, d'une certaine manière, je vous spoile rien, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit de toute façon quand vous verrez le film. Et il y a autre chose qui est repris de Destination Finale et qui est aussi un cliché, c'est le personnage extérieur aux événements qui va tout expliquer. Donc dans Destination Finale, c'est très connu, vous le connaissez, c'est Tony Todd qui arrive à un moment du film pour expliquer le délire de la mort qui poursuit, comment ça fonctionne, comment on peut l'éviter. Et dans ce film-là, c'est pareil, on a une dame qui nous explique tout le fonctionnement. Et donc oui, c'est vraiment ça le problème, c'est pas dérangeant d'expliquer toutes les mécaniques assez rapidement dans ton film pour que les gens suivent, mais derrière, faut pas espérer que les gens flippent sur des trucs comme ça, il faut donner de l'intérêt ailleurs. Soit sur une bonne écriture de personnage, soit comme j'ai dit avec des morts plus ludiques, qui permettent de s'amuser vraiment devant. Et là, on n'a rien de tout ça, on reste sur des rails un peu clichés et on s'ennuie beaucoup. Jusqu'à un final que j'ai trouvé complètement débile d'ailleurs. J'ai trop envie de vous expliquer pourquoi je trouve ça débile, donc je vais faire une toute petite partie spoiler. En vrai, je vais essayer d'être assez flou, comme ça si vous voulez quand même la regarder et voir le film derrière, ça devrait pas trop vous déranger, mais pour ceux qui veulent vraiment rien savoir, je préviens, je fais une petite partie spoiler à partir de maintenant. Donc je reste flou, mais en gros, il y a un moyen d'éviter la mort, c'est de donner quelqu'un d'autre à la mort. Et tiens, comme c'est marrant, depuis le début du film, on a un personnage qui est totalement détestable, une énorme merde. Donc on se dit, tiens, on a quand même quelqu'un assez facile à sacrifier. Et c'est d'ailleurs ce que va se dire un des personnages. J'ai un moyen de me sauver, en même temps j'élimine une merde de ce monde, on va dire que, allez, c'est ok. Mais quand va arriver ce moment, il y a l'héroïne qui lui dit « Non, ne fais pas ça, tu sais, après tu vas le regretter, tout, machin, on n'est pas comme ça, on tue pas les gens. » Mais s'il le fait pas, il va crever. Et apparemment, on est dans un film bien pensant, parce que le personnage va faire « Oh non, d'accord, je ne le tue pas. » Et il meurt 2 secondes après. Et l'autre connard, il est encore vivant. Mais c'est complètement débile. Et puis après, ça part complètement en cacahuète. On a un personnage qui ressuscite tout seul, par la force de l'amour, j'en sais rien, mais ok. Et juste derrière, on a un Deus Ex Machina, comme si la résurrection c'était pas déjà trop gros, qui fait que l'autre connard, il meurt, mais sans que les personnages principaux aient eu besoin de le tuer. Et donc il reste propre. Ah non, vraiment, je vous jure, c'est ridicule. Et derrière, on a une scène post-générique pour dire « Oula, attention, on va en faire un 2 et ça va être beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. » Non, ne faites jamais un 2. Bon, vous l'avez compris, j'ai vraiment pas beaucoup aimé Le Sifflet. Puis en plus, ce titre-là, Le Sifflet, qui a envie de voir un film d'horreur qui s'appelle Le Sifflet? Et je vous promets que j'ai essayé de trouver des qualités pour pas complètement descendre le film, mais je vous les ai déjà dit en intro, c'est qu'il y a Nick Frost et ça m'a fait plaisir. Ah si, je peux dire qu'il y a Omen de Prodigy, la chanson, et je l'aime beaucoup, donc c'était cool de l'entendre dans le film.
Et du coup, si la mort dans la chambre est vraiment sympathique. Mais sinon, à part ça, je vois vraiment rien à sauver, hein. La réalisation, elle est naze, le montage, il est vraiment plan-plan, quoi, c'est juste pour suivre le film. Il y a des problèmes de scénario et des Deus Ex Machina, tu ne comprends rien. Il y a aussi un truc où, en fait, ils détruisent le sifflet, ça c'est dès le début, hein, donc vous inquiétez pas, ils détruisent le sifflet, et le sifflet revient comme neuf dans le casier de un tel ou un tel, et bon, on est dans un film d'horreur, on peut passer et tout, mais je pensais qu'on aurait un minimum d'explications. Non, vraiment rien. Bon, après, vous nous connaissez, hein, on vous dit toujours d'aller vous faire votre propre avis, donc allez le faire, mais si vous n'avez pas envie, disons que je vous fais économiser une place de cinéma. What if I don't want to die? Then you shouldn't have been born. Et voilà, c'est la fin de cette critique. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, ça m'intéresse vraiment. Si vous avez aimé le film par exemple, j'aimerais bien avoir vos arguments de pourquoi il est bien, et si vous l'avez pas aimé, eh ben, écoutez, bienvenue au club. Normalement, au moment où cette critique sort, vous avez déjà le nouveau petit culte qui nous parle de Digimon et de Mamoru Hosoda. Petite pause, c'est Maxime du montage. Alors juste pour vous dire que cette vidéo, on devait la sortir en début de semaine prochaine, donc mon petit culte n'est pas encore sorti. Voici la miniature en avant-première, parce que du coup, il sort dimanche. Donc écoutez, si ça vous intrigue, rendez-vous dimanche 15 mars à midi pile. C'est Maxime qui le fait, et je peux vous dire que c'est très intéressant avec une analyse qu'on n'a pas vue partout. Et de mon côté, on se retrouvera bientôt, ne vous inquiétez pas. On tient aussi à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au Gaspard. Voilà, c'est notre cérémonie de fin d'année. Donc là, ils sont tous sortis. Si vous n'avez pas vu et que vous voulez rattraper, ça se passe sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et bien sûr, très important, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, mettre un j'aime, booster la vidéo et aussi mettre un commentaire pour le référencement, c'est quand même pas mal. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici et vous savez bien que tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt!